Avec plaisir. D'abord, merci à vous, les organisateurs. Je suis très sensible au fait que vous ayez songé à faire pleuvoir un petit peu le ciel ce soir, ce qui, pour un Parisien, donne le sentiment d'être à la maison. Merci beaucoup. Oui, je parlerai volontiers du monde diplomatique. Et pour décrire le monde diplomatique à ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que le monde diplomatique, c'est un journal qui, lorsqu'il va mal, fait appel à ses lecteurs, et ces lecteurs envoient de l'argent en masse. Et je crois que c'est assez rare, et que ça soulève une question. Pourquoi les gens font ça, quoi ? Pourquoi est-ce que les gens sont aussi attachés à ce journal ? Pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent pour l'aider à survivre lorsqu'il est en danger ? Alors évidemment, le monde diplomatique, c'est un journal par lequel sont passées des grandes plumes, des intellectuels importants dans le paysage politique français. Je pense à Ignacio Ramonet, Bernard Cassen, Alain Grèche, tout un tas de gens qui méritent qu'on les lise. Mais il me semble que dans le domaine des idées, comme dans tout un tas de domaines, les grands hommes ne font pas tout et que les structures économiques sont importantes. Or, la structure économique du monde diplomatique est singulière. Le monde diplomatique est un journal qui est détenu par 3 acteurs économiques. Le premier, c'est le groupe Le Monde, qui n'est pas un compagnon de route politique. Le groupe Le Monde détient 51% du capital du monde diplomatique. Le groupe Le Monde, à l'heure actuelle, il est détenu par le milliardaire Xavier Niel. Mais 49% du capital est détenu à parts égales par 2 acteurs. L'un, c'est l'Association des Amis du Monde Diplomatique, dont on a un éminent représentant ici, en la personne de Dany Bruet, compagnon de route de longue date de cette association. Donc, cette association qui est composée de lecteurs du monde diplomatique qui se mobilisent en tant que tels pour ensemble détenir une part du capital, sont certains des garants de ce qu'est le monde diplomatique. Et le troisième acteur, c'est l'association des salariés du diplôme. Et à cet attelage capitalistique qui, a priori, n'est pas en faveur des 2 acteurs les plus intéressants du trio, il faut adjoindre des statuts particuliers qu'ont négociés Ignacio Ramonet et Bernard Cassen lors de la filialisation du monde diplomatique, c'est-à-dire lors du rachat collectif de ces 49% au groupe Le Monde qui, jusqu'au milieu des années 90, était le seul actionnaire du diplôme. Et ces statuts, que disent-ils ? Ils disent que seule l'association des salariés du diplôme a le droit de présenter un candidat à la direction du journal. Et pour des raisons que je ne m'explique pas à ce jour, l'actionnaire majoritaire accepte ces statuts. Peut-être parce que, vous l'avez peut-être remarqué, Xavier Niel aime se vanter d'avoir dans son portefeuille de publication le monde diplomatique. Peut-être parce que le monde diplomatique se porte plutôt bien grâce à nos lecteurs, puisque tous nos revenus viennent de nos lecteurs, pas de publicité ou quasiment pas. Et donc ces statuts particuliers font que le monde diplomatique, l'équipe du monde diplomatique, avec les aiguillons que sont les membres de l'association des Amis du Diplôme, que sont ces lecteurs que l'on rencontre lors de soirées comme cela, eh bien l'équipe du Diplôme pilote le journal uniquement sur la base de son projet éditorial. Et ce projet éditorial, je peux être très long, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Ce projet éditorial, il repose sur des choses assez simples. C'est du temps et des moyens. Il y a une charte du journalisme qui précise ce dont ont besoin les journalistes. Et en substance, on pourrait la ramener à ces 2 mots. Du temps pour travailler et des moyens pour le faire. Or, du temps et des moyens, c'est ce dont vous ne disposez pas dans la plupart des médias. Vous n'avez pas le temps de lire les livres au sujet desquels vous devez écrire des chroniques, par exemple. L'actuel député François Ruffin, qui a été étudiant en journalisme, le raconte dans son ouvrage « Les petits soldats du journalisme ». Dans les écoles de journalisme, on vous apprend, comme je viens de le dire, à écrire des recensions de livres que vous ne pouvez pas lire. Et puis des moyens, eh bien, lorsque vous devez écrire sur la Birmanie, vous le faites à partir de dépêches que vous recevez sur votre ordinateur. Nous, au Diplôme, il nous arrive d'envoyer des gens passer de longues semaines en Birmanie ou ailleurs. On leur paye le billet, on leur paye le moyen de se loger sur place, pas dans des 5 étoiles, mais on leur donne les moyens et le temps de faire ce travail. Je m'arrête peut-être là ? Ouais, je m'arrête là. Du coup, je vais vous présenter rapidement ce dont nous allons discuter ce soir.
Alors, donc merci Renaud, merci Gabriel, présidente du bureau des médias. Oui, pardon. Alors, peut-être on peut tenter un parallèle entre ce passage justement de votre champ d'études de l'Amérique latine à l'Asie, avec également cette stratégie du pivot qui a été opérée par les États-Unis en 2011, qui délaisse le Moyen-Orient pour concentrer les efforts états-uniens en Indo-Pacifique face à un adversaire chinois en plein essor économique et militaire. La Chine, donc, c'est ce fantasme flou où se mélange dans nos imaginaires occidentaux d'innombrables représentations et ignorances, construites en grande partie par les médias. Vous le détaillez très bien d'ailleurs, Renaud, dans l'article sur le Tibet du mois d'avril. Donc, qu'est-elle devenue aujourd'hui, cette civilisation qui concurrençait déjà l'Occident il y a des siècles? Un article du Monde, pas le diplomatique, du week-end, soulignait que les voitures électriques chinoises devançaient largement en technologie celles produites sur le sol européen, si bien que les entreprises du vieux continent les copient largement. Il est bien loin, pour l'Ouest, le temps de l'hégémonie. Il apparaît absolument central d'en savoir davantage sur le fonctionnement de la société de l'Empire du Milieu, sur ce parti communiste doté du mandat du ciel, sur cet État décentralisé dont l'économie capitaliste atteint 5 points de croissance annuelle, sur ce peuple grand de 1,4 milliard d'habitants dont on oublie trop souvent qu'il est traversé par des divisions importantes. Renaud, tu répondras à quelques-unes de nos questions avec Gabriel pendant une petite heure, puis nous laisserons le micro évidemment au public. Et donc Renaud, la première question, assez large, pourquoi parler de la Chine au fond? Quels sont les principaux discours, les fantasmes peut-être à déconstruire? Bon, c'est en effet une question assez large. Et je vais commencer par répondre à côté. Avant de d'écrire un article ce mois-ci sur la Chine, j'ai coordonné une autre publication du Monde diplomatique, c'est un Manière de voir. Donc c'est une publication bimestrielle autour d'un thème donné. Et ce Manière de voir concernait le Japon. Vous allez me dire quel est le rapport. Il y en a un. Dans les années 80, dans ce Manière de voir, on documente un phénomène qui a eu lieu dans les années 80, qui est la terreur liée à la montée en puissance du Japon, le péril jaune. Et on cite tout un tas d'articles qui nous expliquent comment le Japon va nous bouffer tout cru. Dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des technologies, dans le domaine culturel, et pour certains, dans le domaine militaire. Certaines des unes que on voit au loin se profiler des navires de guerre. C'est assez frappant d'observer que cette menace japonaise est allée croissante jusqu'à réellement préoccuper les autorités du monde occidental. Un certain Donald Trump, en 1987, s'était payé une pleine page de publicité dans la grande presse américaine pour enjoindre les autorités américaines à décréter des tarifs douaniers sur le Japon qui tiraient profit du bouclier militaire américain et de son accès au marché américain. On observe quelque chose de similaire concernant la Chine, je pense que ça ne vous aura pas échappé, depuis le premier mandat notamment de Donald Trump, une espèce d'angoisse à l'idée que la Chine monte et que la Chine va finir par remplacer non seulement les États-Unis, mais l'Occident dans le pilotage de la planète. Et non seulement remplacer, mais évidemment modifier à sa patte le monde. Et d'une certaine façon, on observe que cette angoisse semble se focaliser autour d'une grande division du monde. Il y aurait d'un côté le monde occidental, avec son amour de la démocratie, l'ordre fondé sur des règles, incarné par Washington, et de l'autre côté, l'autoritarisme, celui de la Chine, celui de la Russie, nécessairement. Et donc, la menace, l'effroi, c'est que les courants autoritaires l'emportent sur le joli monde que nous avons construit, nous, en Occident. Alors ça, c'est plutôt pour un regard, disons, conservateur ou enclin à une forme d'empathie avec Washington, Bruxelles et Paris. Et puis on observe aussi, de l'autre côté de l'échiquier politique, une autre division du monde, avec d'un côté l'impérialisme américain, dénoncé non sans raison, et de l'autre côté, un regard enthousiaste sur la perspective de la montée en puissance de la Chine, voire pour certains, l'idée que le Parti communiste chinois est en train de construire un monde différent
et s'est mis sur la voie de la construction du socialisme. Il me semble que l'urgence pour nous est plutôt de nous rencontrer que si la Chine représente une menace, c'est plutôt parce qu'elle propose, dans les grandes lignes, de reproduire le modèle qui a été construit par les États-Unis. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, les discours médiatiques qui sont tenus sur la Chine organisent plutôt une trajectoire de collision. Cette trajectoire de collision, évidemment, elle est mise en évidence par la décision de Donald Trump de décréter des tarifs douaniers sur lesquels je ne m'étends pas pour le moment, mais peut-être qu'on pourra en reparler par la suite. Mais en fait, ça date de bien avant, au cours du mandat de Joe Biden. Les mesures protectionnistes américaines visant à entraver le développement de nouvelles technologies chinoises ont été décuplées, et surtout les mouvements de troupes américains et des alliés des États-Unis au Japon, en Corée du Sud, tous ces mouvements se sont accentués. Et on a vu émerger et répéter le terme d'Indo-Pacifique, qui serait cette grande région du monde qui aurait besoin de s'organiser sur le plan militaire, sur le plan stratégique, pour résister à la menace d'une Chine devenue agressive. Alors évidemment, tous ces discours sur l'agressivité chinoise ont pris un caractère cocasse avec l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump, qui, en termes d'agressivité, se pose là, qu'il s'agisse du Groenland, du Panama. Mais néanmoins, j'en reviens à cette idée que derrière la trajectoire de collision entre les États-Unis et la Chine, il y a en réalité une continuité qui, d'un point de vue de gauche, et le Monde diplomatique ne se cache pas d'être un journal dont le cœur est à gauche, donc dans une perspective de gauche, cette perspective, dans cette idée que la Chine pourrait reprendre le flambeau de ce qu'ont représenté les États-Unis, ce qu'ont reconstruit les États-Unis, peut préoccuper. Si vous me laissez le temps, je rentre dans les détails à ce sujet. Je rentre un peu dans les détails. En dépit de l'idée que la Chine représente quelque chose d'extrêmement différent, l'émergence chinoise actuelle découle d'une fantastique symbiose entre Washington et Pékin. Tout commence dans cette symbiose dans les années 70, puisque auparavant, la Chine représentait la grande menace en Asie, la grande menace communiste pour les États-Unis. Dans les années 70, c'est assez difficile de l'imaginer, notamment pour les plus jeunes. Le rapport de force entre les travailleurs et les détenteurs de capitaux, notamment aux États-Unis, était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il était même relativement favorable aux travailleurs. Et ça préoccupait énormément les classes dirigeantes américaines, qui voyaient les exigences d'augmentation salariale, les exigences de mieux-être des travailleurs gonfler, enfler, et leur capacité à les infléchir diminuer. La part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire la part qui revient aux travailleurs dans la production de richesse annuelle, augmentait à cette époque, et celle qui revenait au profit avait tendance à diminuer. Ça s'observait partout sur la planète, mais ça préoccupait énormément les dirigeants américains. La solution qu'ils ont trouvée pour améliorer leur position dans ce bras de fer, c'est non plus d'avoir affaire à des travailleurs américains qui leur tenaient la dragée haute, grâce à un appareil syndical, à des droits, à une régulation qui leur permettait de faire valoir précisément ces droits, et en s'adressant à d'autres travailleurs, à l'étranger, moins protégés, moins coûteux. Parallèlement à ce phénomène-là, avec la mort de Mao en 1976 et l'arrivée au pouvoir du courant incarné par Deng Xiaoping à partir de 1978, la Chine opère un grand virage. Elle opère un virage pour deux raisons. Parce que certains pensaient que la stratégie de Mao était erronée, une stratégie visant à développer en interne l'industrie lourde, en protégeant le pays des investisseurs étrangers, une logique un peu autarcique pour aller vite. Donc certains pensaient que non, il fallait ouvrir, il fallait laisser le marché jouer. Et puis d'autres pensaient qu'en laissant le marché jouer, on allait surtout affaiblir les élites
politique liée à Mao. Or, il y avait une bataille de pouvoir très importante. Ces circonstances conduisent à la grande ouverture chinoise et surtout à la mise sur le marché international du travail des centaines de millions de travailleurs chinois que l'État chinois était prêt à faire travailler pour pas grand-chose, tout en orientant son économie vers les exportations. On a donc les élites américaines, les classes dominantes américaines, qui donnent la main aux classes dominantes chinoises et qui forment un partenariat extrêmement efficace, qui permet à la Chine de connaître le développement fabuleux que la Chine a connu depuis cette époque, inégalé dans l'histoire de l'humanité, et aux classes dominantes américaines, eh bien, de remettre les travailleurs américains à leur place, c'est-à-dire tout en bas, d'augmenter leurs profits et de corriger la distribution de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse produite chaque année, en leur faveur, parallèlement, d'inviter la population non plus à consommer grâce au salaire qu'elle percevait, mais grâce au crédit qu'elle devait prendre pour se loger, pour parfois même se nourrir. Ça, je serais tenté de faire une digression vers les crises financières que l'on a connues, mais je m'abstiens de le faire pour le moment. Cette grande symbiose fonctionne à merveille jusqu'à précisément la crise, dans le détail de laquelle je ne rentre pas, la crise des subprimes, la crise de 2008. Et ça, c'est une crise très importante pour deux grandes raisons. La première, c'est une raison économique. L'Occident, qui avait expliqué, parfois avec peu de pédagogie et beaucoup de coups de fouet, beaucoup de punitions aux populations du monde, que le néolibéralisme, la dérégulation, ce qu'on a appelé dans les années 80 le consensus de Washington, privatisation, recul des investissements d'État, ouverture des marchés aux capitaux étrangers, on a expliqué ça à toutes les populations, y compris au Nord, que c'était la solution pour que tout fonctionne. Et que dès lors que l'on faisait ça, tout fonctionnerait. Et que dès lors qu'on rencontrait un problème, c'est qu'on ne l'avait pas encore fait assez. Donc il fallait toujours pousser plus loin. Et bon, la crise des subprimes est la démonstration, à grand spectacle, que ça ne tenait pas. Certains le savaient, certains le disaient, mais les médias s'y intéressaient peu. Et lorsqu'il a fallu tirer le bilan du fiasco de ce modèle-là, plutôt que d'inviter des gens qui avaient de longue date expliqué que ça ne pouvait pas tenir, eh bien, étrangement, les médias ont fait appel à toutes les personnes qui nous avaient expliqué que le libre-échange était la solution et qui, soudain, nous ont expliqué le contraire et se sont découverts keynésiens pendant quelques mois. Mais je vous rassure, ils ont à nouveau retourné leur veste, un peu comme si c'était une habitude chez eux. Ça, c'est la première grande découverte. Le modèle ne fonctionne pas. C'est plutôt la grande démonstration. Ce modèle ne fonctionne pas. L'économie est en berne et la Chine, qui comptait sur le marché américain, se retrouve fort démunie et doit trouver une solution à cette difficulté. La solution que la Chine trouve est de procéder à un énorme investissement, gigantesque. Entre 2011 et, je ne veux pas vous dire de bêtises, en moins de 5 ans, la Chine consomme à cette époque-là plus de béton que les États-Unis au cours du XXe siècle. C'est une frénésie de construction, une frénésie d'investissement. Le taux d'investissement en Chine dépasse 40%. Ce développement et cet investissement chinois conduit la Chine à monter en gamme dans sa production et, alors qu'elle était en symbiose avec le capitalisme américain, a commencé à lui devenir concurrentielle. Et ça place les élites chinoises en concurrence avec les élites américaines. Ça, c'est le premier phénomène lié à la crise de 2008. Le deuxième phénomène, qui est tout aussi important, c'est que depuis longtemps, les pays du Sud, c'est-à-dire les pays non occidentaux, contestaient l'organisation interne des institutions multilatérales, des institutions nées de 1944 et 1945. Le FMI, le système de Bretton Woods et le système des Nations Unies. Mais principalement le FMI, puisque c'est l'arme économique à travers laquelle ce modèle du consensus de Washington avait été imposé aux populations. Imposé. La contestation, en 2008, devient très importante. Et tout un tas de pays expliquent aux Occidentaux, écoutez, vous avez fait n'importe quoi, il va falloir revoir un petit peu les modalités d'organisation de nos dispositifs, comme le FMI.
Or, le FMI a cette singularité qu'il est prévu à la fois qu'il existe un droit de veto, c'est-à-dire que toutes les décisions doivent être prises à 85% des voix, et un seul pays a plus de 15% des voix, les États-Unis. Autrement dit, le dispositif octroie aux États-Unis un droit de veto. Alors évidemment, ce droit de veto est interrogé, et puis le poids des pays européens, qui dépendaient de leur poids économique après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ils n'étaient pas tous en forme, mais ils étaient quand même plus riches que les pays du Sud. Eh bien, tout ça était quand même devenu criant d'injustice. Et donc, les pays du Sud exigent une renégociation des droits de vote au FMI pour que les décisions puissent être prises de façon plus collégiale. Le processus de négociation commence en 2010, il aboutit en 2016, et il n'est mis en œuvre que 6 mois plus tard à cause d'un délai des États-Unis, parce que le Congrès américain doit voter pour l'application de la gouvernance interne du FMI, c'est-à-dire qu'entre 2010 et 2017, il ne se passe rien. Et quand enfin il s'est passé quelque chose, le mouvement a été microscopique. Les États-Unis conservent leurs 15% de droit de veto, et la Chine, de mémoire, passe de 3 à 6%. Autant dire que sur la période qui fait suite à la crise des subprimes, à partir de la décennie 2010, les pays du Sud se disent « c'est mort, ça ne changera pas ». Et c'est en 2009 qu'apparaissent les BRICS, vous vous en souvenez peut-être. Donc les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, et bientôt se joindra l'Afrique du Sud. Les BRICS au début, c'est un... Je fais une nouvelle digression. Bon. Les BRICS au début, c'est un acronyme qui a été conçu par un économiste de la banque Goldman Sachs au début des années 2000. Et c'était un acronyme visant à évoquer tous les pays émergents dont on pouvait escompter que leur croissance serait très importante dans les années 2000. Quoi. Et il était interrogé, je crois, au milieu des années 2010, Jim O'Neill, dire, mais alors qu'est-ce que vous pensez de votre acronyme? Est-ce que l'idée que la croissance serait très importante dans ces pays c'est avéré exact? Et le type disait non, j'en suis pas très content de mon acronyme. Si je devais le penser aujourd'hui, plutôt que de BRIC, ça serait C pour la Chine. Et il devait convenir que ce n'était pas un super acronyme, Chine. Mais en fait, quand le terme revient au début des années 2010, il ne s'agit plus d'une définition économique des pays dont la croissance est forte, il s'agit d'une définition plutôt diplomatique de pays qui contestent la façon dont fonctionne le FMI et dont fonctionnent les grandes institutions internationales. Et cette contestation, on la voit déboucher sur le bras de fer qui a lieu en ce moment autour des tarifs douaniers, puisque ce bras de fer concerne évidemment à la fois le mouvement protectionniste de Donald Trump, dont il faudra qu'on dise 2 mots, c'est-à-dire que Donald Trump n'incarne pas tout le protectionnisme. C'est une forme dégradée de protectionnisme. Mais il nous semble, au monde diplomatique, qu'il faut continuer à plaider pour le protectionnisme. J'en dirai plus s'il le faut plus tard. Mais il y a donc un double virage des États-Unis, protectionniste et isolationniste. Or, la contre-proposition chinoise face à ce virage est une perpétuation du libre-échange contre le protectionnisme américain. La Chine prétend aujourd'hui devenir le porte-étendard de la mondialisation libérale, libre-échangiste, sans, semble-t-il, mesurer que ce système est tout aussi déséquilibré, vertigineux, inégalitaire lorsqu'il est piloté par Pékin que lorsqu'il est piloté par Washington. Donc réponse libre-échangiste au virage protectionniste des États-Unis. Et face au virage isolationniste des États-Unis, là, la Chine procède à une proposition qui me semble plus intéressante et en apparence contradictoire. Et je termine sur ce développement pour revenir à vos questions. Dans les relations internationales, c'est ce que j'explique dans le papier que j'ai rédigé, donc ceux d'entre vous qui sont abonnés ou qui souhaiteront lire le diplôme vont entendre là des choses qu'ils diront peut-être plus tard. Je m'en excuse, mais je ne peux pas réinventer la réalité. Et donc voilà. Dans les relations internationales, on oppose en général 2 types de pays. Ceux que l'on appelle les puissances de statu quo, c'est-à-dire des gens qui trouvent que le monde va plutôt bien et que surtout il ne faut rien changer.
et puis des puissances révisionnistes, qui, elles, veulent changer l'organisation du monde et implicitement la hiérarchie. Et donc on reproche beaucoup à la Chine d'être révisionniste. Or, il me semble qu'elle est à la fois révisionniste et de statu quo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pays le plus révisionniste, ce sont les États-Unis, qui ont transformé un ordre international qui était, qu'on appelle westphalien, c'est-à-dire en 1945, l'idée c'est que chaque pays va gérer son chez-soi comme il le veut, que tous les pays sont souverains et qu'on n'a pas à aller voir ce qui se passe chez le voisin ou à intervenir. Mais à partir des années 90, lorsque le bloc soviétique s'est effondré, les États-Unis se disent que c'est quand même très bien ce moment unilatéral du monde et qu'il faut tout faire pour éviter qu'une autre puissance puisse venir nous poser problème. Et la puissance qu'ils ont dans leur collimateur à cette époque-là, c'est déjà la Chine. Et donc, plutôt que de poursuivre dans la logique westphalienne qui aurait dû conduire les États-Unis à cesser ce qu'ils avaient fait tout au long du XXe siècle, c'est-à-dire d'intervenir dans tous les pays du monde, ils ont commencé à développer cette logique d'un ordre international basé sur des règles. Alors, quelles étaient ces règles ? Elles n'ont jamais réellement été définies, mais c'était une espèce de boîte à outils promouvant la supériorité intrinsèque des valeurs occidentales, de démocratie libérale, de propriété privée, d'élections, y compris lorsqu'elles servent à rien ou lorsqu'on s'assoit dessus, comme ça arrive bien souvent en France. Et donc cet ordre international basé sur des règles autorisait des pays, et évidemment défense des droits de l'homme, cet ordre international basé sur des règles autorisait des pays à procéder à des interventions contraires au droit international prévu par les Nations Unies, mais respectueux de cet ordre international basé sur des règles et pensé à Washington. Donc ça, c'était la grande révision que dénonce, à mes yeux, à juste titre, Pékin. Et plutôt que cette révision de l'ordre international tel que conçu en 1945, la Chine propose de revenir au modèle de 1945. Et pour ça, elle reçoit un soutien colossal de la part de la plupart des pays de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Je m'arrête là, pour le moment. On va te poser, j'ai deux petites questions, mais qui sont liées. Tu es journaliste, oui, spécialisé sur l'Asie. Tu as écrit un papier en mars 2024, Ce que veut la Chine. Hier, tu as sorti un superbe article sur la Chine que vous allez bientôt lire. Et on se demandait comment on fait pour s'informer sur la Chine. Et est-ce que tu pouvais nous parler davantage du travail journalistique français sur la Chine ? Voilà. Merci Gabriel pour ton compliment sur mon article dont je sais que tu ne l'as pas lu. Comment on fait pour s'informer sur la Chine ? Alors peut-être que avant de répondre à cette question, je dois expliquer la place du monde diplomatique dans la chaîne de production de l'information. Le monde diplomatique est un journal un peu singulier. Et si on devait imaginer une chaîne de production de l'information qui va du travail des chercheurs qui font des terrains extrêmement longs jusqu'au plateau de CNews, qui serait la frange la plus inférieure de ce qu'on pourrait appeler l'information, il y a tout un tas de maillons. Et je pense qu'on pourrait placer le monde diplomatique assez haut dans ces maillons, mais pas tout en haut. On est rarement des producteurs primaires d'information. Quand je disais que le monde diplomatique donne du temps et des moyens, c'est pas nécessairement le temps de l'anthropologue qui va passer des années entières avec des tribus ici et là, du sociologue qui va décortiquer le fonctionnement de l'institution pendant des années. Non, c'est plutôt le temps de lire des livres, un temps qui est indisponible à la plupart des journalistes et les moyens de les acheter, ces livres. Et puis une fois qu'on les a lus, qu'on les a digérés, qu'on a pu discuter avec leurs auteurs, d'aller sur place, de les mettre en contradiction. Et ça, déjà, ça permet d'avoir pas mal d'informations. L'autre chose, c'est qu'au monde diplo, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'écrit pas tous les articles. Et donc on peut faire écrire des gens qui, eux, ont fait les terrains de plusieurs années. On peut faire écrire des anthropologues, des sociologues, des politistes,
On peut faire écrire des étudiants en journalisme, on peut faire écrire des étudiants en sciences politiques. On fait écrire des stagiaires qui viennent nous voir parfois, ça m'est arrivé. On peut faire écrire des syndicalistes, tout un tas de profils. Après, comment on fait pour s'informer plus spécifiquement sur la Chine lorsque l'on occupe ma position? Eh bien, il y a tout ce travail de lecture que j'ai évoqué. Moi, je fais un effort pour essayer d'apprendre le mandarin. Le temps et les moyens que me donne le diplôme, c'est aussi les moyens d'avoir des cours et le temps de passer, j'essaye plusieurs heures par jour pour y parvenir. C'est utile, ça me permet de vérifier certaines des informations que je lis uniquement dans des documents traduits. Et puis, le monde diplomatique va me permettre d'aller passer du temps, j'espère plusieurs mois à l'automne, sur place pour me faire une idée, confronter mes lectures à ce que j'observe sur place. Et peut-être apporter une information un peu différente de celle qui nous arrive de voir en France, au sujet de laquelle je voudrais dire 2 mots. Il y a quelques mois, il y a